Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Charles, que vous avez découvert dans Love is Blind et que j'ai découvert également dans Love is Blind, dans les capsules, premier jour arrivé à l'aéroport. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de parler de Charles, la star de télé-réalité, de parler de Charles l'amoureux, Charles le romantique. C'est vraiment de parler de Charles en tant que personne, de Charles l'humain et puis de Charles l'entrepreneur. Et bah ouais, on est parti pour ça. Alors merci beaucoup Charles d'être venu aujourd'hui. Déjà on parle, c'est vraiment une discussion ouverte, on parle d'entrepreneuriat. Et moi ce que j'aime, c'est un peu le genre de terme complètement vide comme le consultant ou l'ingénieur. Moi j'ai une formation d'ingénieur. Et alors ouais, je suis ingénieur, ouais mais ça veut rien dire. Je suis consultant, ça veut rien dire. Et entrepreneur, on a le même sujet. Bah, qu'est-ce que ça veut dire entrepreneur? Le boulanger qui a sa boulangerie, c'est un entrepreneur. Aujourd'hui la personne qui conduit un Uber, bah, il gère ses heures, etc. Il a une certaine liberté, c'est une forme d'entrepreneuriat. Un chanteur qui fait attention à son image de marque, qui l'a construit, c'est un entrepreneur. Jeff Bezos, c'est un entrepreneur. Elon Musk, c'est un entrepreneur. Bref, qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Après, comme toi, j'ai un parcours multiple. Pareil, ingénieur. Pareil, un côté self-made aussi. Tu vois, donc, ouais, c'est une bonne question. Ce que je te propose, c'est on va le définir, mais pour commencer avec un peu de dynamisme, parce que c'est le matin et que la période de Noël approche. On est plus là. Le truc qui a aucun sens. Vas-y, attends, on va se mettre des pulls de Noël, c'est marrant. Puis l'acheter il y a une demi-heure. Petit sponsor, hein, si vous voulez nous sponsorer. Tu sais que j'ai failli prendre le Lidl, je me suis dit, il faut que je coupe ce truc, merde. Lidl était tellement chaud. Bah ouais, parce qu'ils avaient l'air chaud. T'as vu, ils ont sorti le parfum croissant, Lidl. Ah ouais? T'as pas vu? Ils ont sorti tout un truc. Oh. Mais t'as vu qu'ils avaient utilisé une image aussi, Lidl. Ouais, j'avais vu. Vraiment, ceux-là. C'est vrai que j'ai pas pris, mais bon, quand même, si vous voulez nous offrir des pulls, moi, j'accepte de devenir l'égérie Lidl. Il y a vraiment aucun respect. Avec les tongs l'été. Bref, pour commencer cette petite session, je vous propose un icebreaker. L'icebreaker, on va rentrer dans le sujet de l'entrepreneuriat. Ça va aller vite. C'est oui, non. Et en fait, j'ai envie de construire ou déconstruire les clichés sur l'entrepreneuriat. On entend beaucoup de choses. Les gens qui nous écoutent, certains sont entrepreneurs, certains aimeraient l'être, et d'autres sont juste curieux de ce sujet, curieux de te découvrir et curieux de comprendre le monde de l'entrepreneuriat, du business. Donc, j'avais envie de faire ça un peu de manière marrante. C'est ouf ou bullshit? Est-ce que c'est vraiment ouf, tu penses que c'est vrai? Ou est-ce que c'est complètement bullshit, ce genre de truc? Allez, c'est des principes. Alors, on entreprend d'abord pour devenir riche. Bullshit. Faux. Ok, pourquoi? Vas-y, je casse un peu le rythme. Ouais, non, mais t'as raison, il faudrait qu'on dise pourquoi. Non, je pense pas du tout, parce que moi, j'ai commencé à entreprendre. Déjà, je pense que j'avais même pas l'âge de me demander si je voulais être riche. Je voulais faire des choses. Je pense qu'entreprendre, c'est avant tout, c'est faire. Et c'est même ce que ça veut dire littéralement. J'entreprends quelque chose. Et je crois que c'est avant tout ça, pour moi. Non, toi, tu penses quoi, toi? Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que le truc qui manque beaucoup et qui m'a manqué, moi je pense par le passé, c'est l'action massive. Moi j'adore ce terme d'action massive, les Américains. Parce que je pense qu'en fait, beaucoup de choses, quand on reste dans sa tête, eh ben, on les confronte pas au réel. On les confronte pas au réel. C'est le réel, c'est le marché, c'est les relations avec ses employés, salariés, associés, c'est des possibles financeurs, des partenaires. Et je pense que c'est que dans l'action qu'on a le résultat. En fait, on peut tourner les choses dans sa tête autant qu'on veut. On n'est pas en capacité de le modéliser. Quand on est ingénieur, on aime bien essayer de modéliser des trucs qui marchent bien, on veut que ce soit parfait. Et en fait, c'est dans l'action pour moi que tu as une feedback loop. Donc ouais, je suis entièrement d'accord. Et je pense d'ailleurs que l'entrepreneuriat va bien au-delà de la fonction d'entrepreneur telle qu'on le voit, parce que moi j'adore ce terme qui est entreprendre sa vie. Et en fait, c'est avoir la pleine responsabilité de sa vie. Et en fait, il y a plein de gens qui entreprennent leur vie en étant salariés, en ayant une carrière, en construisant cette carrière, en construisant leur famille. En fait, cette construction, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, j'ai construit mon parcours, parce que j'ai fait un DUT à Marseille, quartier Nord, j'ai fait une prépa ATS à Marseille, j'ai réussi à rentrer aux arts et métiers, et ensuite j'ai fait l'ESSEC, un master, et puis j'ai travaillé pour des grandes banques d'affaires. Et en fait, à un moment, j'ai réalisé que j'étais entrepreneur de ma vie plus qu'un entrepreneur. Avant de devenir un entrepreneur, je me suis rendu compte que j'avais déjà une caractéristique qui était liée à l'entrepreneur. Ouais, je pense aussi qu'il y a pour moi, il y a une différence fondamentale aujourd'hui qu'on ne fait pas toujours, qui est la différence entre l'entrepreneur business et l'entrepreneur créateur. Et ça change tout. Et il y a des gens qui sont faits pour être un entrepreneur pur business, où au final, tu
Tu passes plus ton temps à gérer de l'argent, gérer des boîtes, gérer du personnel, gérer un fonctionnement. Euh, c'est un peu comme gérer sa famille. Et tu as le créateur qui, lui, va te sortir des nouveaux produits, des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Et ça, c'est deux choses différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, dans une boîte, il y a vraiment deux cycles de vie. Et parfois, il y a des changements complètement à la tête d'une direction. C'est que parfois, il faut justement passer d'un entrepreneur qui est celui qui a initié le projet, qui l'a fondé, à un entrepreneur qui ensuite va lui permettre de diriger le projet dans le temps. Et ça, c'est la grosse différence. Tu vois, moi, aujourd'hui, je me considère plus comme... avec les années, maintenant, j'ai envie de te dire, et l'expérience, ça va, le côté entrepreneur, dirigeant commence un petit peu à prendre du galon, mais à l'origine, je me considère plus comme un entrepreneur créateur et qui n'était pas spécialement bon pour gérer une boîte. Tu vois. Et par contre, très bon pour te lancer des produits ou des idées complètement dingues, trouver des nouveaux trucs. Et je crois que c'est ça la grosse différence. Et c'est ça aussi peut-être qui donne une leitmotiv un petit peu différente, qui n'est pas forcément axée sur l'argent, mais axée justement sur ce côté création, en tout cas pour moi. Tu vois. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, tu as des gens qui sont des entrepreneurs, qui l'ont été par les études, moins par un côté autodidacte. Et c'est là où je pense qu'il y a peut-être plus une motivation financière. Mais avec le temps, de toute façon, on comprend que la motivation financière est inévitable et pour des raisons qui sont hautes, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler là. Mais attends, je suis curieux, qu'est-ce que tu en... Parce que je pensais que tu allais dire le contraire, en fait. Je pensais que tu allais dire la motivation financière tombe avec le temps. Et là, en fait, ce que tu dis, c'est que non, la motivation financière, elle augmente finalement avec le temps. En fait, je pense que c'est pas une question de motivation. C'est plutôt, en fait, on se rend compte du besoin financier qui permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, qui permet de faire, tout simplement. Puisque l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est une liberté. Et c'est cette liberté dans l'entrepreneuriat qui change tout. Quand on est emprisonné par l'argent dans l'entrepreneuriat, quand on n'a pas d'argent, alors certes, ça permet de... tu sais, ça nous sort un petit peu de notre zone de confort, ça nous permet de nous pousser, ça nous permet de... Mais par contre, ça limite. Ça limite, et moi, je sais que j'ai des business que je n'ai pas lancés ou des choses comme ça qui ont été bloquées par de l'argent. Et c'est vrai que ça change tout. Ça change tout. Après, il faut savoir aussi ce que c'est que de manger des pâtes quand on est entrepreneur et de se restreindre, mais pas que. Pas que. Non, non, écoute, moi, je rejoins complètement cette vision de l'argent. Et c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus tout à l'heure, sur la vision de l'argent. Et je pense que quand on est entrepreneur, il y a une vision très particulière de l'argent. Ouais. Écoute, je reviens sur le ouf ou bullshit. Vas-y. Être son propre patron, c'est la liberté totale. Personne ne te donne d'ordre. Ah, ça, c'est le plus grand des bullshit, puisque je pense qu'il n'y a pas pire qu'être son propre patron. On est les pires avec nous-mêmes. Ça, hein, moi, que je lance un business, je vais te dire le jour où je m'accorde des vacances. On m'en a toujours plus accordé quand j'étais salarié que quand je m'en accorde moi-même. Hein. Mais non, c'est. Et puis en vrai, t'as tellement la tête dedans que t'es pas du tout dans une idée de liberté par rapport à ton boulot. Tout est mélangé, pour le meilleur et pour le pire, hein, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, ça c'est sûr. Mais toi, t'en penses quoi de ça? Ouais, moi je pense que c'est aussi une illusion. Et je pense que la liberté, elle vient de l'argent, effectivement. La liberté du j'ai pas de patron. En fait, pour moi, ton patron, toi tu as mentionné, c'est moi-même. Je suis mon propre patron parce que je me fixe des règles et j'ai envie de dépasser, parce que tu as un côté, je pense, de challenge que j'ai aussi. Je pense que c'est aussi ton client. Et en fait, dès lors que ton client il est pas content de ton produit ou de ton service, la pérennité de l'entreprise elle est remise en jeu. Donc pour moi, et d'ailleurs, ça peut être un bon. En fait, je l'avais mis d'ailleurs, le ouf ou bullshit. Est-ce que ton client c'est le vrai patron? Je l'ai un peu remplacé par cette phrase-là. Mais je pense que enfin, pour moi, c'est ce truc de. Ok, demain, c'est ce mec-là qu'il faut rendre compte. Tu vois. Et puis après, évidemment, est-ce que tu es concentré, tu as 1-2 clients clés, ou est-ce que tu en as 150 et du coup, t'es moins. Enfin, il y a toujours un peu Pareto souvent qu'on retrouve. Hein. Il y a toujours un 20% des clients qui font un 80% du chiffre d'affaires. Même si c'est pas évidemment un 20-80, mais il y a quand même concentration sur des personnes auxquelles il faut vraiment faire attention. Et dans beaucoup de business, donc il y a des risques clés comme ça auxquels il faut faire attention et des gens avec qui il faut vraiment écouter. Et je pense que c'est aussi une voie d'apprentissage de soi et de l'autre. Parce que s'il n'y a pas une vraie compréhension des problématiques et des sujets, je pense qu'on ne perdure pas dans la relation. Surtout quand on est une petite entreprise. C'est-à-dire que souvent, ça dépend sur quelques personnes. Quand tu es déjà très gros, enfin Amazon aujourd'hui, il ne va pas dépendre d'une ou deux personnes.
Mais quand on se lance au début et que la boîte, c'est 2 gus, c'est plus difficile. Ah, ça, c'est sûr, ça, c'est... Ouais. Quand t'es à deux, c'est toujours le plus difficile, c'est le début. Alors, il faut se lever à 5h du mat pour réussir. Moi, j'adore. Je me rappelle d'un post d'Éric Larchevêque qui m'a beaucoup fait rire, genre sur sa morning routine. Donc, je me lève à 5h du mat, je vais courir en semi-marathon. Après, je prends une hache, je casse un lac gelé. Je vais me baigner dans le lac gelé. Je fais un sauna. Et c'est vrai que j'ai l'impression, il y a eu des vidéos aussi qui ont été très virales sur les réseaux, sur les morning routines un peu what the fuck comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut se lever à 5h du mat? Ouais, écoute, tu m'aurais pris il y a peut-être 5 ans de ça. Je t'aurais dit non, pas du tout. Tu vois, et puis ça me confortait dans ma position. Maintenant, je te dirais un peu l'inverse. Ce fameux truc, comme on dit, le Morning Miracle ou encore le club des 5 heures du mat, parmi ces livres très connus. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec le temps. Je l'ai fait pour redonner du temps à ma vie personnelle et non pas pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne pense pas qu'on en ait besoin pour notre réussite. Si ça nous convient, si on est parfois de la nuit, et moi en plus, voilà, je suis de base ingénieur, tu travailles dans la tech, t'es geek, j'ai envie de te dire, passer des nuits à bosser, ça fait partie du truc, tu vois. C'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, j'ai complètement changé ça, et aujourd'hui, clairement, c'est ça. Moi, je me lève, il est 5-6 heures du matin, je démarre ma journée sport et tout ça, et ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, pourquoi ? Parce que j'ai pu redonner du temps à mon personnel, redonner du temps à mon développement. Tu vois, le matin, je me lève, je vais à l'entraînement, j'écoute des petits podcasts, j'écoute un livre audio, des choses comme ça. Chose que avant, le seul moment où j'avais le temps de le faire, parfois, c'était au moment de se coucher, tu vois, ou le soir quand tu rentres. Mais le soir quand tu rentres, parfois, tu as envie d'autres choses, tu as envie de décompresser. Si tu es en couple, bah, tu as aussi peut-être envie de passer du temps avec la personne, tu vois, enfin, des petites choses comme ça. Et donc, ce truc le matin où en fait, je retrouve au moins 3 heures dans ma journée le matin, ça a tout changé. Et en vrai, je me suis rendu compte aussi que ce temps qu'on a le soir, aller à 22h, minuit, 1h du matin, c'est un temps qui est jamais très efficient, tu vois. Je veux dire, souvent, on n'y fait pas grand-chose. Tu vas ouvrir un bouquin, t'es claqué de ta journée. En fait, tu vas lire 3 pages, tu vas t'endormir, des choses comme ça. Donc, le matin, c'est cool de pouvoir faire ça. Et le soir, finalement, c'est ce petit moment de fatigue, mais où tu vas pouvoir éventuellement le partager ou te détendre. Et moi, ça a beaucoup changé. Mais je sais pas, c'est peut-être le vieux qui parle maintenant. Tu vois, je sais pas, écoute. Mais pendant des années de ma vie, j'ai pas fait ça. Et maintenant, ça a changé, quoi. Mais toi, t'es plutôt quoi, toi ? Moi, je pense que il y a des phases dans la vie. Et je sais pas si on est vieux, mais je pense que tu as les phases où tu es dans une construction et dans une intensité. Tu as des phases où tu es dans de la structuration, puis tu as des phases où tu reconstruis, tu relances un produit, un projet. Donc moi, j'ai eu des phases ultra intenses. Et j'ai adoré. Et je pense que moi, j'ai un besoin quand même d'intensité. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus... Enfin, la première de mes briques, c'est la protection de mon corps. En fait. Et ça, je pense que c'est la vieillesse. Parce que tu t'en rends pas compte quand t'es plus jeune, et puis à un moment tu te dis non, en fait, ce fameux truc, on n'a qu'un véhicule dans notre vie, c'est notre corps. Là, tu sais, la phrase qui est souvent attribuée à Warren Buffett, si tu devais choisir toutes les voitures du monde, mais t'en aurais qu'une dans ta vie, tu choisirais laquelle? Et en fait, on n'a qu'un corps dans notre vie, donc comment t'en prends soin? Phrase un peu classique, ça pourrait être d'ailleurs un ouf ou bullshit cette phrase-là. mais je pense qu'à un certain âge, on se rend compte que t'as besoin d'en prendre soin. Et c'est comme ça que tu performes vraiment. Donc moi, le matin-soir, j'ai toujours été un mec plutôt de la nuit, à la base. Et c'est vrai que j'ai voulu retourner le truc en me disant, est-ce que c'est possible d'être vraiment du matin ? Moi, je pense que j'ai quand même vraiment besoin de dormir. Mon système nerveux, mon système a besoin d'avoir des vraies nuits de sommeil. Enfin, je dors avec boule caisse, pas une lumière, rien. Enfin, Ouais. Et température idéale. Et le prochain truc, c'est le lit chauffant, machin, tu sais, genre, qui te gère. Et je me réveille avec une lumière qui augmente et tout en mode soleil. Donc je pense que sur la productivité, moi c'est l'intensité et la façon dont je structure ma journée, c'est que j'ai besoin d'avoir un peu... Je vais répartir des pics de dopamine un peu dans ma journée. Et avec justement le sport, avec des trucs assez intenses, des trucs profonds et puis un peu d'école. Mais là aujourd'hui, mon rythme, genre j'ai 0 call le matin. Genre je mets aucune réunion avant 14h. Ce qui peut être un peu risqué selon l'activité, mais ça me permet vraiment de me plonger. Et en fait, moi je trouve qu'il y a beaucoup de règles, c'est un peu les règles à la con de... tu regardes pas ton tel avant 40 minutes après t'être levé et tu t'es fixé sur tes objectifs, pareil le soir. Et je suis d'accord que quand tu déplaces en fait la productivité, la partie de le plus productif ou qui a le plus d'impact le matin, en fait le soir t'es fatigué, t'as juste envie de chiller, de lire un peu. Et du coup, moi je suis passé en mode livre audio, quoi. En mode ? Livre audio.
Je crois que je suis vraiment vieux. Non, mais écoute, non, mais c'est bien. Mais après, t'as raison, hein, c'est ça. Hein. Je pense que notre corps, c'est notre capital. Et sans énergie, en vrai, bah, t'as toutes les ambitions qui s'effondrent, tout ça. Et puis, je pense qu'il faut ça avant de s'attaquer au monde, quoi. Mais je pense qu'on se projette. En fait, c'est l'image que tu as toi-même de te lever à 5 heures du mat. Je suis un guerrier, tu vois, genre, je fais les trucs différemment des autres, j'ai beaucoup plus d'énergie. Mais en vrai, ça te met dans un mindset. Quand tu Mm. commences ta journée comme ça, je t'assure que moi, je sais pas, j'arrive 9 h du matin au bureau, ça fait 4 heures que je suis réveillé. Je t'assure que c'est pas comme je faisais il y a quelques années, où à la limite, ça faisait une demi-heure, limite les jours où t'as pas le temps de prendre ta douche, tu te réveilles vite fait, tu vois. Enfin, clairement, c'est ça. T'arrives, t'es dégalqué, t'es pour ta réunion. Je fais non, tu vois, c'est pas possible. Et puis en plus, quand tu captes que quand t'es entrepreneur et que tu fais ça pour toi, mon Dieu, tu vois, enfin, c'est comme ce truc qu'on connaît tous, c'est ces after-work du jeudi. Et que tu te dis, bon, ouais, ça va, c'est vendredi, je vais pouvoir me reposer le soir. Ouais, mais le problème, c'est que ta journée de vendredi, elle est plus productive. Ça, c'est pareil. En fait, quand tu comprends que tout ça, c'est de la perte de capital pour toi-même, tu vois, c'est là où, tu vois, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, c'est pas l'argent ton capital, hein. C'est soi-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et notre énergie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je crois que c'est la première ressource de tout entrepreneur et de première boîte, c'est l'énergie des personnes qui y travaillent, quoi. Bon, j'avais grave envie de continuer sur le ouf, mais du coup, là, j'aime bien le sujet qu'on aborde. Et comment parce que le lien avec l'énergie, c'est très introspectif, il faut se connaître. Et du coup, comment on met ce curseur entre je me connais et il faut que. Enfin, parce que le business a besoin de ça. Tu vois, comment est-ce que tu. Enfin, c'est quoi l'importance pour toi de l'introspection et de te connaître? Tu vois, c'est marrant la question que tu me poses parce qu'avec les années, j'ai l'impression, tu sais, parfois je regarde un peu en arrière il y a 2 ans et j'ai toujours l'impression, sur certains aspects, certains comportements, de revoir quelque chose de plus enfantin, tu vois, comme si tu te voyais avec un œil de, ouais, à ce moment-là, tu vois, il me manquait un peu de maturité sur ça, un peu de connaissance sur ça, un peu de ci, un peu. Tu vois, et aujourd'hui, tu as vraiment des attitudes franchement différentes, alors qu'à l'époque, tu étais en mode hyper sûr de toi sur telle ou telle façon de faire, tu vois. Et c'est ces points de référence, c'est souvent ce que je dis d'ailleurs et à mes équipes aussi quand je les forme, tu vois, c'est pour pouvoir placer le curseur, c'est faut avoir des points de référence dans la vie. Pourquoi je dis points de référence? Parce que des points de référence, le point, déjà, c'est quelque chose qui se place dans le temps, tu vois. Et une référence dans le temps, c'est là qui te permet. Il faut savoir que dans le temps, les références, elles peuvent changer. Donc quelque chose qui est valable à un moment, il peut ne plus être valable dans le temps. Donc si tu n'actualises pas tes références dans le temps, ton curseur, en fait, il y a un moment, il devient faux, tu vois. C'est un petit peu comme tu crées un business. Si tu passes pas ton temps à regarder comment se passe le marché, bon, bah, il y a un moment, ton time to market, tu le zappes, et puis au final, tu sais plus comment ça fonctionne. Bah, là, c'est exactement pareil, en fait, dans ton mindset. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde, il faut que tu te places dans ce monde, et ensuite, il faut comprendre, toi, quelle a été ton évolution dans ce monde, et quelles références tu as. Pour faire une analogie un petit peu plus simple, c'est comme aller dans un restaurant italien où savoir ce que c'est que des pâtes al dente, c'est facile, mais savoir si c'est une bonne recette de pâtes, c'est jamais évident. Et si tu as testé 100 Italiens différents, tu vas avoir plein de points de référence. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, tu prends un restaurant italien il y a 10 ans, ben, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. Parce que les goûts, ils évoluent, les choses changent, etc. Et donc, il faut avoir des points de référence. Et aujourd'hui, on le voit bien. Et c'est ça qui va nous permettre, je pense, de vraiment savoir ça. Et moi, c'est comme ça que je me jauge en permanence. C'est cette découverte, c'est surtout rester à l'écoute. Le regard sur le monde, où je passe mon temps à être sur ça, à être ce regard un peu inquisiteur de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et sans ça, si tu restes dans ta bulle, c'est mort. Et comment tu le matérialises enfin, est-ce que tu fais un point avec toi-même, avec tes équipes? Tu vois, de manière très pragmatique, si quelqu'un voulait copier ton système, comment est-ce que est-ce que genre toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tu te fais un point avec toi-même, un point avec ton associé, un point avec tes salariés? Je le partage, ouais. Je le partage lors de réunions plus informelles, où on vient échanger un petit peu sur les choses qu'on a découvertes. Tu vois, ça part souvent de petits trucs dans le taf qui s'est passé, mais de façon informelle. C'est-à-dire, on ne fait pas un point pour faire un point projet ou un point ci. On va plutôt parler de choses, de comment on a abordé cette tâche, comment on a abordé cette façon de travailler. Ou encore, c'est des choses qui viennent souvent. On fait des points au moins 1 à 2 fois par mois sur quels sont les échecs rencontrés
lors de réalisation au niveau de projet, quels ont été des points bloquants, des points où on aurait éventuellement perdu de l'argent parce que les choses auraient été mal estimées. Et c'est là où, en fin de compte, on se rend compte qu'une société est humaine et on se rend compte que ces échecs sont propres à des erreurs humaines. Mais comme je dis souvent, le fait de pouvoir faire le point sur ça, tu sais, c'est une erreur chaque jour, jamais deux fois la même. Et à partir de là, je pense qu'on a tous des bonnes avancées. Alors, il faut savoir que c'est empirique, hein, quand je dis ça, c'est pas réel. On est humain, c'est possible de reproduire ces erreurs. Mais l'important aussi, c'est pareil, de savoir toujours pourquoi. Et c'est de façon un peu informelle d'introduire ces réunions. On peut avoir des sujets un petit peu profonds et de pouvoir mettre sur la table les pourquoi. Beaucoup de feedback. Et c'est dès la fin d'un projet, dès le milieu, enfin 1-2 fois par mois, c'est quand même un feedback assez régulier, quoi. Ouais, c'est indispensable. Bah, 1 à 2 fois par mois. Pourquoi? Parce que nous, on bosse de façon assez agile. Donc, on a des sprints qui se déroulent, donc des sprints qui sont des périodes données où on a des jalons dans le projet, on passe des étapes. Et on n'a pas tous les projets qui sont au même rythme. Donc, on espèce de placer ça un peu ce qu'on appelle dans des reviews, des rétrospectives, et de positionner ça. Et parfois, même, ce qui est sympa, c'est qu'on essaye de le faire sur des fins de semaine où ça peut vraiment continuer de façon encore plus informelle, c'est-à-dire qu'on va boire un petit verre ou quelque chose comme ça, où on prévoit un déjeuner. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose d'important, c'est de pouvoir en parler en dehors d'un contexte strict. Toi, comment tu fais, toi, ces choses-là? Ouais. Écoute, moi, j'- la question est vague, mais alors, il y a une question business et une question perso. C'est-à-dire comment je fais du feedback sur le business et comment je fais du feedback perso. Moi, je me suis rendu compte aussi qu'on était quand même très biaisé. En fait, j'avais une approche, je pense que si je regarde mon évolution, j'avais une approche au début qui était très psychologie. Genre, c'est-à-dire comment mon cerveau fonctionne, etc. Comment je suis peut-être entre la spiritualité et la psychologie pour essayer de me comprendre et de comprendre mon positionnement dans le monde et l'impact du monde, etc. sur moi. Et en fait, après, j'ai une approche un peu plus neurosciences en me disant bah, qu'est-ce qui est juste chimique finalement, qui est juste, mais qui scientifiquement a une explication relativement solide. Et en fait, bah, on voit le grand nombre de biais et notre lecture du monde qui est fortement biaisée. Et du coup, j'essaie d'avoir une approche, ok, quels sont mes biais, comment je lis les choses, comment j'arrive à avoir des faisceaux qui me disent, ok, j'ai probablement ce biais-là, il se matérialise comme ça dans telle et telle situation, ce qui fait que quand ça se reproduit, je suis en capacité de l'analyser. Et après, c'est vraiment de reprendre souvent la raw data. C'est vraiment, c'est quoi la donnée brute, factuelle, qui se passe dans le monde. C'est-à-dire non pas mon interprétation, et je trouve que très vite, en fait, on est quand même humain, c'est-à-dire qu'on a 5 sens, et tout ce qu'on voit, toute notre lecture du monde vient de ces 5 sens. Et ensuite, on a un cerveau avec des biais. Ces biais viennent de notre histoire, etc. Et comment est-ce qu'on arrive à construire une analyse avec ces biais et donc en les débiaisant. Et vraiment, j'ai des exemples simples, mais que je trouve très pertinents. C'est, bah, genre, on n'a pas la même taille. Bah, moi, j'ai une façon de voir le monde qui est ma taille. Genre, par exemple, je suis à une soirée il n'y a pas longtemps, et il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus grandes que moi, ce qui est très rare pour moi. Ça Et, m'étonnerait, c'est sûr, ouais. et là, tu vois, j'ai eu cette surprise et je me dis c'est marrant parce que ça, c'est ce que vit le quotidien de quelqu'un qui fait Comme moi. qui est Comme moins moi. grand que moi. Il n'y a pas une question de comparaison, hein, de c'est bien ou pas. C'est juste un angle sur le monde qui est différent. Et c'est la même chose sur quelqu'un qui a un odorat très prononcé versus pas. C'est quelqu'un qui a une ouïe fine ou pas. Et donc ça, c'est des exemples évidents. Puis tu as des gens aussi qui peuvent avoir des petits points dans les yeux ou des choses comme ça. Donc ils vont avoir une vision du monde qui est différente. Et, euh, et ça, c'est juste de manière matérielle comment fonctionnent nos sens. Derrière, on a plein de biais qui sont encore beaucoup plus complexes pour moi à les interpréter au niveau du cerveau. Et donc, c'est plutôt comment est-ce qu'on va travailler en profondeur sur ces biais et sur les biais des gens pour faire des mécanismes qui marchent et avoir une lecture du monde qui est fonctionnelle, quoi. Donc, c'est un peu souvent, moi j'aime bien parler de lucidité brute et d'essayer d'être un peu dans une lecture au-delà finalement des préjugés. Pour moi, c'est les biais. Et au-delà, des fois, d'autres éléments sociétaux, tu vois, qu'on nous impose ou de lecture pour essayer d'avoir. Hmm. Parce qu'on a toujours, enfin, même les mots portent des connotations, portent des. Ouais, tu as raison. Non, je pense que ça, c'est vrai que moi, j'en ai pas parlé, puisqu'on s'axait un petit peu là sur la façon dont moi, je travaillais ça aussi avec mes équipes et comment je m'imposais un petit peu aussi cette discipline. Euh, mais travailler sur les biais cognitifs et les connaître,
c'est extrêmement important. Ça, et puis surtout pour se connaître soi, parce que du coup, en fait, c'est là où on se rend compte, nous-mêmes, les pièges qu'on se tend à nous-mêmes. Tu vois, c'est ces pièges psychologiques, comme tu disais, un peu mentaux. Et ça, c'est vrai. Mais tu vois, pour moi, c'est vrai que la mentalité, et ça, tu t'en rends compte avec le temps. Et moi, je vois aussi mes échecs qui ont été dus à cause de ça. C'est que notre mentalité, en fait, ça détermine vraiment notre niveau de réussite. Et, et changer cette mentalité avant tout, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de définir notre façon de penser et qui va définir ensuite cette réussite. C'est être bien au fond de soi avant d'être bien à l'extérieur. Moi, tu vois, il y a un truc que je dis souvent et qui est dû à mon passé, où j'ai failli me retrouver à la rue et j'ai eu plusieurs difficultés, tu vois. Je me dis, aujourd'hui, si je devais me retrouver dans cette situation, c'est pas OK, comme on se plaît à le dire aujourd'hui, dans le sens, vas-y, c'est OK, c'est bon, je pourrais être à la rue et tout irait bien. Mais je pourrais l'être avec ce qu'il faut pour affronter ce genre de difficultés, parce que je suis bien au fond de moi et parce que je me connais, tu vois. Et c'est ça le plus important. Une fois que tu as eu ça, je veux dire, je pense que tu peux avoir nos hauts et nos bas, mais ça te quitte plus. Une fois que tu as eu ça, ça te quitte plus. Ça te quitte plus, même si tu as des hauts, des bas, ça te quitte plus. Et ça, tu l'as jusqu'au bout de ta vie. Une connaissance forte de toi. Ouais. Et cette connaissance, elle est passée par des épreuves qui t'ont forgé en fait, de manière très... qui t'ont poussé dans tes retranchements et du coup de te remettre en question et du coup d'avancer. Ouais, c'est ça. Bah, c'est... De toute façon, je pense qu'on prend beaucoup d'entrepreneurs. Ils ont des parcours un petit peu tumultueux dans la vie. Et je crois que c'est ce qui nous caractérise tous. Après, ça dépend ce qu'on en fait, tu vois. C'est ce qu'il y a de plus important, mais c'est là où pour moi les choses commencent. C'est cette façon de penser, cette façon en fait de convertir des échecs, des problèmes en opportunités et en force. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qui définit beaucoup d'entrepreneurs. Après, est-ce qu'il y a besoin de rencontrer des échecs pour être un bon entrepreneur? Oui. Est-ce qu'il y a besoin de rencontrer un parcours tumultueux au point d'avoir été dans des situations qu'on peut qualifier un petit peu de dramatiques, des situations qu'on souhaite à personne? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait besoin de ça pour réussir. Mais c'est vrai qu'on peut le retrouver chez beaucoup d'entrepreneurs. Et ça apporte une façon d'entreprendre qui, par contre, est différente pour moi, je trouve. Et je vois une différence dans la façon d'entreprendre et dans la mentalité de certains entrepreneurs. Et on verra, tu vois, tout à l'heure, pour faire le lien un peu avec ce que je disais, ce fameux entrepreneur un peu créateur et cet entrepreneur un peu plus business, financier, des personnes qui ont eu des parcours un peu tumultueux, c'est plus là qu'on va retrouver l'innovation. Les personnes qui ont des beaux parcours entrepreneuriaux, mais qui ne sont pas forcément dans de l'innovation, tu vois, c'est là où on va retrouver plus ces financiers de ça qui ont eu moins ce parcours tumultueux. Et c'est vraiment pour moi deux branches de l'entrepreneuriat qui à un moment peuvent se rejoindre, hein, mais que vraiment je constate avec le temps, parmi mes amis même, tu le vois vraiment, tu vois. Il y a vraiment de ça. Et tu vois d'ailleurs quelqu'un que tu étais allé voir en conférence, qui est un très bon ami à moi depuis l'enfance, Jonathan Engelov, qui lui a eu un parcours tumultueux, tu vois. On s'est rencontrés un peu autour de ce truc-là. Un parcours tumultueux, et son associé, Gaëtan Chebout, qui est un de mes plus vieux amis aussi, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît, qui lui a eu un parcours beaucoup moins tumultueux, tu vois. Et ensuite, ils se sont rejoints. C'est-à-dire que ce Gaëtan a été mon associé il y a une période de ma vie, etc. Aujourd'hui, il est associé avec Gaëtan. Et tu vois, Jonathan a eu un peu ce parcours d'entrepreneuriat dans l'innovation. Gaëtan, beaucoup moins, parce qu'il a été dans l'immobilier. Donc, tu vois, on ne peut pas qualifier ça d'un parcours d'entrepreneuriat innovant. Et puis, finalement, ils se rejoints aujourd'hui, tu vois, sur une certaine partie. Et c'est là où tu vois que c'est intéressant, c'est que finalement, il y a un moment où, en faisant un parcours différent, on se rejoint. Voilà, c'est un peu pour refaire le lien avec tout ce qu'on a dit depuis le début. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était, mais... Non, mais de toute façon, on a perdu complètement. On a perdu le fil. Il n'y a plus de script, déjà qu'elle n'avait pas beaucoup. Non, j'aime bien ton exemple. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, effectivement, sur le parcours tumultueux, comme tu dis, et
Et l'innovation versus moins d'innovation. Parce que si on reprend, tu vois, les exemples les plus connus sur Mark Zuckerberg, sur Facebook, tu vois, est-ce qu'il a été vraiment tumultueux, son parcours, je sais pas. Mais en fait, on connaît pas assez bien les gens. Souvent, les gens réécrivent aussi leur histoire de manière médiatique. C'est difficile de connaître dans l'expérience qu'ils ont vécue. Ce qui a été, parce que nous, on parle de manière finalement assez transparente, assez sincère, mais ce qui est plus difficile quand tu gères une boîte qui fait déjà plusieurs milliards, etc. Donc ces personnes-là ont effectivement une communication médiatique et une image médiatique qui est pas forcément nous l'angle qu'on a quand on discute comme ça. Vas-y, on reprend l'icebreaker. Vas-y. J'espère que ça vous va. La semaine de 4 heures, ça existe vraiment. Tu le fais pas, le fake it? Si, je l'ai sauté, tu vois. J'ai capté après que je l'avais sauté. Ouais, vas-y, fake it until you make it. Ben écoute, ouais, faut... ça, est-ce qu'il faut faire du faux avant? Ouais, clairement. Hein. Faut... En vrai, ça, on peut pas dire ouf ou bullshit. C'est juste que je pense qu'au départ de toute idée, il faut un peu bullshiter, mais pas bullshiter. Faut faire comme si ça existait. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on dit pour réussir, sois déjà la prochaine version de toi-même. Ben, il faut que ton business soit déjà ce qui sera pour être quelque chose qui comment dire, qui peut conquérir son public et ses clients. Donc, tu es obligé un petit peu au début. Maintenant, il faut faire attention, quoi. Faut pas non plus passer son temps à vendre un truc qui n'existe pas. Aujourd'hui, je crois qu'on en a vu je sais pas comment on peut dire, des fake stories, des trucs où tu as des boîtes qui ont réussi à faire des levées de fonds et tu te rends compte qu'il n'y a pas un business. Mais attends, récemment, il y a eu quoi comme boîte qui a fait ça, qui faisait croire qu'il y avait une intelligence artificielle et puis ensuite c'était la pharma américaine, là. Je sais plus, ils faisaient croire qu'il y avait des gens. Ah non, et puis... c'était des gens en Inde, ouais. C'était des mecs derrière alors qu'il n'y avait pas du tout d'intelligence artificielle, tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable, tu vois, parce que du coup, en fait, ça coûtait moins cher que de faire tourner des serveurs, quoi. De payer des mecs à l'autre bout du monde. Ça, c'est des trucs complètement délirants, mais ça montre bien qu'il y a un truc, il faut faire ça, et puis il faut tester. Comme on dit, le fameux truc au départ qui est indispensable avant d'avoir un MVP, d'avoir un produit viable pour le mettre sur le marché, pour le tester. Il faut avoir du POC et la preuve de concept, souvent, c'est pas ton produit. La preuve de concept, souvent, c'est un peu ton bullshit et ta capacité à déjà vendre quelque chose qui n'existe pas. Non, mais moi en fait, je suis complètement aligné avec ce que tu as dit et c'est marrant parce que cette phrase, je l'aimais pas. Enfin, quand je suis rentré dans ma vie de salarié, c'était une phrase qu'on m'a beaucoup répétée. Et moi, ça me correspondait pas. Moi, j'ai un côté très cartésien, ingénieur, droit, tu vois. D'accord. Et je me disais, j'aime pas du tout ce truc-là. Et limite, moi, je suis plutôt du genre à minimiser le truc, tu vois. Genre, bah non, parce que tu vois, mais il y a beaucoup de risques, tu vois. Analyse très. T'as l'impression de bafouer des principes ingénieur aussi, et tout, c'est ça. J'ai l'impression de me trahir moi-même, tu vois. Et donc, cette phrase, je la trouvais, elle me correspondait pas du tout. Je l'aimais pas du tout. Et en fait, avec le temps, donc 10 ans après, je me rends compte que c'est beaucoup plus le côté humain. C'est qu'en fait, si toi-même, tu n'es pas advenu la personne, en fait, c'est vraiment être la personne et ensuite le produit, naturellement, tu vas le présenter comme ça. Sinon, les gens n'adhèrent pas. Et moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand tu veux lever des fonds, par exemple, la première des choses, c'est de dire il y a des gens intéressés. Et en fait, si tu es très honnête là-dessus, tout le monde s'en fout. En fait, ou si vous avez d'autres clients, il n'y en a pas. En fait, il n'y a jamais le premier client, en fait, il vient jamais. Même si en fait, ton truc a de la valeur. Donc, ce sont plus juste des principes de base. Et donc, c'est pas forcément c'est pas le fake it au sens tu mens, t'es obligé d'avoir une communication liée à la valeur que tu penses apporter, mais il y a des éléments qui sont importants pour les gens de métrique, et si tu es très transparent sur ces éléments-là, malheureusement, tu peux pas lancer un business correctement. Ouais. Donc, le côté ingénieur français te limite dans ta capacité à réussir au final. Ouais, c'est ça, mais tu vois, même ce côté ingénieur, mais je peux le dire, même au début, je crois que j'ai toujours été très mauvais entrepreneur sur ça. J'ai toujours voulu concevoir des produits parfaits, quitte à développer le produit pendant 2 ans. Tu vois, et qu'il n'y a toujours pas de clients, il n'y a rien, tu sais même pas si le truc fonctionne. Et c'est vrai que ça, c'est des trucs, tu vois, moi, il y a un bouquin qui m'avait qui m'avait vraiment aidé dans mon évolution sur ça. C'est tant que je dise pas, mais je crois que le bouquin, c'est Startup Lean ou quelque chose comme ça, de Eric Ries. Qui est Startup Lean, enfin, qui est le bouquin, je sais plus si le titre est exact. Bon, on verra, on l'écrira au pire. Mais c'est d'Eric Ries, sur lequel, du coup, c'est sur les bases du Lean Management. Les bases du Lean Management, en fait, c'est ce management d'entreprise plus global qui ressemble un peu à l'agilité et qui va être sur ce fameux truc, tu vas créer, tester, itérer, créer, tester, itérer, tu vois.
Et ça, c'est le plus important. Et au départ, tu fais un truc tout petit et tu vois déjà si ce truc-là, ça fonctionne. Alors, il y a ce fameux point de rupture. Et ce point de rupture, il est important parce que c'est là où tu dois arbitrer. Et tu vois, c'est un exemple que je donne souvent. C'est quelqu'un arrive vers toi et te dit, moi, j'ai besoin d'une voiture. Tu vois. Ok, t'as combien de temps pour le faire, tu vois. Et ça dépend. La personne, elle me dit, moi, je veux une voiture demain. Je fais, ok, je te fais ta voiture demain, il n'y a pas de souci. Je prends une feuille de papier, hop, je l'applique, je te fais une origami. Elle est là, la voiture. J'ai le produit, j'ai la voiture, tu vois. Ensuite, il me dit, ouais, mais moi, je veux pouvoir monter dedans. Ah, très bien, vas-y, tu veux monter dans ta voiture? Ok, combien de temps t'as? Ah, je te donne 2 jours de plus. Très bien. Je vais chez Leroy Merlin, j'ai acheté une cagette, hop, je te mets des cartons, un bout de volant. Là, tu peux monter dans ta voiture, tu roules avec. Tu vois. Et c'est des bêtises comme ça, tu vois, mais c'est un peu cette image-là de se dire jusqu'où, en fait, quel arbitrage tu dois mettre dans ton produit quand tu le crées. Et je crois que c'est ce truc-là de est-ce que ça doit être du faux ou du vrai? C'est vraiment là. Au départ, tu n'as pas besoin d'avoir le vrai truc. Et on le voit, la construction de voiture, une voiture qui se crée au départ, un concept car qui est présenté, on lui a mis 4 roues, il n'y a pas de moteur dedans. Donc c'est bien comprendre le besoin du client, bien définir son attente. Non, tu n'as pas à le comprendre, il faut le présenter. Et le client, il va te dire tout seul, en fait, si oui ou non il en a besoin. Toi, tu n'as rien à comprendre, il faut faire les choses de façon bête et méchante. Et une fois que tu as un retour, là, tu dois avoir une compréhension de ton client. Bien sûr, il faut avoir une compréhension de son marché au départ, mais on a souvent tendance à spéculer. Et tu sais, il y a cette fameuse loi des petits nombres qui est de se dire, bah voilà, je vois un truc, les gens pensent comme ça, etc. Encore une fois, c'est notre propre filtre, notre vision des choses qu'on attribue à un petit nombre de personnes qu'on regarde. Et c'est ça qui nous dit, en fait, les gens pensent comme ça. Mais tellement pas. Souvent, c'est tellement pas le cas. Moi, dans ma vie, parfois, j'ai l'impression d'être validé sur des trucs. Et je me dis, mais pas du tout. Charles, t'es en train de te gourer complètement. Et ça, c'est une mauvaise chose. Par contre, en effet, quand tu commences à tester, à voir, à avoir des retours, etc., c'est là où tu sais. Faut jamais croire qu'on sait avant d'avoir demandé. Et ça, c'est le plus important. Carrément, moi, je pense qu'on manque de communication de manière générale. Et moi, j'en ai subi aussi les frais dans des relations passées, relations business. Même si ça me fait penser aux relations amoureuses, du coup. Mais je pense que c'est vraiment l'écoute active, de vraiment comprendre, poser des questions et avoir un angle, enfin faire parler la personne pour avoir un overview de sa situation. Alors, ouf ou bullshit. Si tu vis de ta passion, tu n'auras jamais l'impression de travailler. J'ai sauté la semaine de 4 heures, du coup, t'as vu, bon, c'est pas grave, next. Ouais. Bon, après, la semaine de 4 heures, c'est un peu... Ouais, ça dépend ce que tu cherches dans ta vie. Je pense que c'est une question de liberté, d'automatisation. Mais... Ouais, et puis c'est une finalité, la semaine de 4 heures, c'est un peu le rêve qu'on se met en tête en tant qu'entrepreneur, mais en vrai, est-ce qu'on l'a vraiment? Parce que moi, je crois que j'aurais toujours envie de faire des trucs, tu vois. Mais bon, sur le côté passion, si tu vis de ta passion, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Déjà, ça dépend ce qu'on définit par le travail. Un entrepreneur, moi aujourd'hui, je considère que 50% de mon travail, c'est de l'apprentissage. Et pour pouvoir apprendre en continu, il faut être passionné par ce qu'on fait, parce que quand on est passionné, en fait, on n'apprend pas. Quand on est passionné, tout rentre tout seul. On retient, on comprend. Et ouais, pour moi, c'est complètement vrai, quoi. Si tu vis de ta passion, t'as jamais l'impression vraiment de travailler. Ouais. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. C'est pas bullshit, ça, c'est ouf. Toi, t'es pas d'accord? Écoute, moi, je pense que je me remets pas mal en question là-dessus, en vrai. Et d'où un peu le fait d'être à la Love is Blind, alors que, tu vois, c'était quand même un peu what the fuck, tu vois. Et c'est marrant parce que c'est marrant que tu dis ça là, parce que c'est un peu l'objet de cet échange aussi. Enfin, tu vois, genre, business wise, je ne sais pas vers quoi ça peut mener, même si ça peut mener vers quelque chose. Mais on parlait tout à l'heure un peu des concepts et des trucs. Et en fait, des concepts un peu fun. Et moi, un truc que j'aimerais bien faire, mais en fait, je crois que je passe pas juste à l'action là-dessus, tu vois. Et alors, parce que je vois pas d'intérêt business, alors qu'en fait, ça me ferait kiffer. C'est vraiment juste faire genre de l'analyse de pitch deck, tu vois, ou de projet.
Je pense à Qui veut être mon associé, tu vois, mais Qui veut être mon associé, c'est des gens qui investissent. Donc, et c'est très court, et donc à la fin, tu as un peu c'est pas du vrai feedback sur le business. Mais je pense que faire une émission où tu peux avoir 2-3 personnes, tu vois, je pense que c'est mieux qu'une. Moi, je pensais le faire tout seul, tu vois, mais en fait, tu vois, je trouvais que c'est mieux si c'était un fire chat, tu vois, avec des gens qui sont peut-être plus sur les problématiques de la boîte, tu vois, enfin, vertical ou métier, secteur d'activité. Et juste, tu as 2-3 personnes sur un live et tu détruis. Je suis un peu agressif, mais tu es très agressif dans la stratégie de la boîte et tu aides un peu sur la roadmap. Et c'est un peu ce que je fais dans des coachings, tu vois. J'aime pas trop le terme coaching d'ailleurs, mais c'est un peu du mentorat où j'accompagne des gens et je le fais gratuitement. Je suis mentor dans plusieurs trucs, dont Paris Senco, qui est l'incubateur de la ville de Paris. Et là, mon objet c'est vraiment. J'ai été aussi mentor avec le tremplin pour tout ce qui était startup tech dans le sport et tout ça. Ok. Donc, je connais bien ça. Je connais bien de faire du mentorat sur ça. Bah, ces genres de sujets, tu vois, j'aime bien. C'est pas financièrement viable, mais c'est un peu la passion. Après, il peut venir, hein, mais peut-être c'est aussi en faisant des trucs qui nous font kiffer qu'à un moment, il vient un business model et un truc. Et peut-être que, tu vois, j'ai pas encore pris assez de risques dans le fait de tenter des trucs qui, en fait, juste, si je le faisais toute la journée, ça me ferait suffisamment kiffer, tu vois, en termes juste de kiff. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, moi, c'est... Là, en ce moment, je suis en train de regarder, d'ailleurs, pendant la première, tu sais, même d'avoir fait, là, du coup, la Visblind et d'avoir même vu, moi, raconter mon histoire à la télé, ça m'a replongé dans mes années passées de galère, de tout ça, tu vois, quand t'es étudiant et au final, j'étais entre devoir gagner mon argent, manger, être étudiant, continuer des études, tout ça. Et du coup, ça m'a replongé là-dedans. Et tu vois, aujourd'hui, où j'ai beaucoup accompagné l'entrepreneuriat, ça me pousse à aller encore plus tôt dans le truc. Aujourd'hui, je suis en train de regarder pour accompagner carrément des étudiants. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est là que ça commence. En tout cas, moi, j'ai commencé là. Mes premiers trucs d'entrepreneur, j'étais au collège. Ah ouais? J'étais au collège. Mes premiers trucs, premier site monté, premier argent gagné, c'était collège, tu vois. Vas-y, raconte-nous, t'avais quel âge? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Étonnamment, j'ai eu assez tard, en fait, j'ai eu assez tard un ordinateur, moi, dans ma jeunesse, très tard des consoles de jeux, tout ça. Et j'ai toujours commencé, en fait, à démonter des trucs d'électronique, tu vois, des machins. Ma mère, elle crisait, elle revenait, le magnétoscope, il était en pièces, tu vois, enfin, des trucs, c'est impossible. Et quand j'ai commencé à en avoir, je me suis intéressé à toutes ces choses-là. Et très vite à vouloir créer des trucs. Et entre les jeux vidéo et le truc, et puis j'ai commencé à pirater des jeux, tu vois. Disons-le clairement, aujourd'hui, c'est pas grave, tu vois, mais... et donc, en fait, tu vois, on avait que à l'époque, beaucoup des petites consoles, des Game Boy, des machins. Et en fait, je créais ce qu'on appelait des ROM, qui étaient en fait des copies de jeux que je mettais sur ordinateur et je créais des émulateurs. Du coup, j'avais créé ensuite un site internet où on pouvait télécharger toutes les ROM. Et tu payais un petit truc mensuellement pour pouvoir accéder à l'émulateur qui te permet de jouer en fait à tel jeu. Et tu pouvais jouer à des jeux de Game Boy Advance à l'époque, de Super Nintendo, de trucs comme ça, de ton ordinateur, tu vois. Et ça, c'était le premier business où je faisais des petits trucs comme ça. Et en fait, ça me rapportait un petit peu d'argent. Et autre truc qui était un petit site, faut le dire maintenant, c'est vrai que j'ai longtemps hésité à en parler publiquement, mais qui était, surtout, j'avais pas l'âge, j'étais pas autorisé, faut le dire, mais maintenant, c'est révolu, on peut plus rien me dire, qui était un site porno. Ok. On va couper. Moi, je suis tout là. Écoute, vas-y, reviens, tu vas la voir, cette histoire. Non, mais c'est... Écoute... Ouais. Okay. Non, réellement. Il s'appelait comment? Faut se le dire, hein, on n'était pas majeurs. On n'était pas majeurs, mais étonnamment, j'ai trouvé énormément d'employés à ce moment-là. Alors attention, je précise ce que je dis. Ils avaient accès gratuit, c'est pour ça? T'avais des perks? En fait, on ne tournait rien, on n'était pas dans une industrie du X ou ce genre de choses. En fait, T'as des sites porno quand même, hein, si c'est pas l'industrie du X. Non mais en fait, je vais m'expliquer. En fait, on récupérait des contenus gratuits sur Internet, si tu veux. Et à l'époque, on était dans le truc, tu sais, on avait les modems qui faisaient du bruit. Tu sais, les modems 56K et tout ça, tu te connectais, ça faisait du bruit. Désolé pour nos nouvelles générations, ouais, on a eu des trucs comme ça. Et c'était quasiment impossible à l'époque de regarder une vidéo en live stream, tu vois. Enfin, ça existait pas trop, tu vois. Et donc, les premiers sites un peu porno qu'il y avait à l'époque, c'était des photos, pour beaucoup. Et avant qu'on ait tous ces deepfakes d'IA et tout ça,
Et bien en plus de ça, il y avait des grosses tendances qui étaient de faire des montages avec des stars et choses comme ça sur des photos qui n'étaient pas du tout les leurs, des trucs comme ça. Donc voilà, des trucs un peu bizarres, tu vois, comme ça. Attends, du coup, tu faisais des montages? C'est Alors, ça que non, t'es mais en train de nous avouer? En fait, eh bien, au collège, on avait une petite armée de gars qui cherchaient du contenu en permanence sur nous, qui gravaient ça sur des CD, et on récupérait des petits contenus vidéo, des choses comme ça. Et donc, on avait beaucoup de contenu images et tout, qui étaient donnés gratuitement sur le site. Et on avait des petites vidéos courtes, pas de très bonne qualité, tu vois, vraiment pas ouf et tout, mais qui, elles, étaient en accès payant avec ce qu'on appelait à l'époque un système qui s'appelait Allopass, où tu appelais un numéro, ça te donnait un code que tu rentrais sur le site. Et donc, à chaque fois que tu appelais ce numéro, nous, c'était 3 euros, boum, d'appel surtaxé. Ouais, je me rappelle. Et donc, voilà. Système, Et donc, on gagnait de l'argent comme ça, tu vois. Et ça, c'était un des premiers business qu'on faisait, sur lequel on était allé choper plein de petits partenariats. Tu sais, c'était à l'époque où les partenaires dans le web, c'était des bannières pubs que tu collais partout sur ton site. Aujourd'hui, ça se fait un peu dans les sites un peu d'actualité encore, mais au travers de campagnes, Google et ce genre de choses. À cette époque, c'était vraiment, tu allais voir ton partenaire, tu lui dis, moi, je te mets ta bannière et tout. C'est des bannières en gif qui changeaient, hyper visuelles, avec des trucs flashy, enfin des trucs horribles, tu vois, mais qui sont... Et du coup, en fait, c'était ça. Et le business model, c'était des partenaires qui, en plus, ne savaient même pas qu'ils étaient forcément partenaires de ce type de site. Je me remarre. Ah ouais, je te jure, on avait un partenaire à l'époque qui s'appelait Jeunesse 1425, tu vois. Sur un site porno, non mais... N'importe quoi. Ok. Non mais voilà, des petits trucs comme ça. Mais bon, le ministère du Sport aussi. Au pire, on coupera, sinon je vais me faire rappeler. Xavier Niel, quelqu'un est sur le chemin pour te rattraper. Hein. Voilà. Mais non, mais tu vois, c'était des trucs comme ça. Et clairement, ouais, on n'était pas majeurs. J'avais 15 ans quand on a monté ce premier truc. Et tu vois, sur ces différents business, des trucs en ligne comme ça. Et je sais même plus pourquoi je te disais ça tout à l'heure, mais pourquoi on a introduit ça, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est l'entrepreneuriat, il commence là, en fait. Quand tu commences à créer des trucs et que tu comprends une chose dans la vie, quand même, c'est que tout ce qu'on t'apprend, c'est pour fonctionner dans une société normale. L'entrepreneur ne fonctionne pas dans cette société, il fonctionne à côté pour la créer. Je dis pas qu'il faut faire des choses illégales. Là, on était borderline un petit peu sur ça, mais c'était pas méchant, c'était un truc de jeune. Voilà, nous, on faisait de la pub partout avec des vélos en mode street marketing pour ce genre de truc. Tu vois, enfin, on était sur de la débrouille et c'est là où ça marche. Et je vais te dire, parfois, plus sur de la débrouille que sur des projets où aujourd'hui, j'ai eu en échec. J'aurais peut-être moins eu en échec si j'avais eu plus cette mentalité, cette innocence de je fais plutôt que je calcule. Parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de ce truc-là, toujours avoir le produit parfait, tu vois, est-ce qu'on le fake avant de... Et en fait, plein de fois dans ma vie d'entrepreneur, j'ai dû en fait me rappeler à l'ordre parce que tu sais, quand tu as créé un truc, ça marche et tout, derrière, tu veux continuer à créer ce même niveau de qualité parce que tu y mets un petit peu d'ego, demain, je ne peux pas présenter un truc de merde parce que jusqu'à présent, j'ai présenté un truc bien. Et donc, en fait, tu te retombes dans ce schéma à vouloir te dire je vais faire un truc quali, proposé. Et c'est là où tu te replantes. Et encore récemment, moi, j'ai 2 projets que j'ai plantés sur ça. Complètement, un projet qui s'appelait Airplace, qui était du flex office. Mais bon, ça a été un peu planté à cause du Covid et tout ça. Valouer des bureaux de flex office avec de la technologie derrière... Il n'y a plus personne dans les bureaux. C'est un peu difficile. Mais c'était clairement le Airbnb sur de l'IMO d'entreprise. Mais bon, j'ai bien fait, puisque après, le gros concurrent américain, Knotel, a déposé le bilan 3 mois après. Donc moi, j'ai eu raison de l'arrêter. Et un autre business qui était le Bon Commerçant, qui était de la dématérialisation des points de vente. Pareil, un peu compliqué. Tout le monde voulait de ça pendant le Covid. Et puis après, plus personne n'en veut. On va retourner dans nos boutiques. Mais voilà, à vouloir sortir des trucs parfaits. Et au final, je me suis planté derrière et ça te rappelle à te dire, même si tu es un entrepreneur chevronné, il faut accepter de revenir dans ce produit de l'entrepreneur un peu débutant et non pas parce que tu es un entrepreneur débutant, mais justement parce qu'un bon entrepreneur, il sait qu'il doit revenir au balbutiement quand il crée un produit. Et même si on va lui dire « Ah ouais, le mec, il te crée ça et de l'autre côté, il te sort un produit qui est vraiment pas terrible. » Eh ben, il faut l'accepter et il faut aller faire voir tout le monde qui vont te critiquer sur ça. Pour avoir du feedback constructif et donc
Améliorer. Tu n'as pas de feedback constructif quand tu es entrepreneur. Tu as du feedback qui va te remettre en question, etc. Enfin, modéré, mais le feedback constructif, je vais te dire, tu l'as de personnes qui veulent s'impliquer avec toi dans le projet. Mais quelqu'un où tu vas parler de ton projet, je ne sais pas pour toi, mais quelqu'un où je parle d'un projet, la personne, elle se sent souvent challengée dans la discussion et elle va essayer de remettre en question ce que tu lui proposes. En fait, je trouve que, voilà, je pense que quelqu'un qui est un entrepreneur peut avoir un feedback constructif. Par exemple, tu en parles à tes amis, des gens qui ne sont pas entrepreneurs, le feedback constructif, il est un peu plus difficile, quoi. Je sais pas, t'en penses quoi de ça? Toi, t'as eu beaucoup de feedback constructif? Écoute, c'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est un sujet important en perso comme dans la vie en tant qu'entrepreneur. Encore une fois, je pense qu'on entreprend sa vie. Et je pense que, tu vois, il y a deux questions. Est-ce que ton meilleur ami, c'est celui qui dit tout ce que tu fais, c'est génial? Ou est-ce que ton meilleur ami, c'est celui qui, avec mesure, est en capacité de te dire, enfin, est-ce que c'est ChatGPT? Ce que tu viens de dire est extraordinaire. Ouais. Et t'es quelqu'un d'incroyable, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va te confronter aussi à tes paradoxes, à tes... Moi, je pense que le truc aussi, c'est que quand on essaie vraiment de comprendre la nature humaine et notre propre nature, on est face à notre zone d'ombre, on est face à nos paradoxes qui font partie intégrante de la nature humaine, et on a envie de les cacher parce que tout le monde a envie d'avoir une image lisse, nette, claire. Et pourtant, si tu veux, pour moi, enfin, on vise tous à améliorer notre condition de vie, au bonheur, quelle que soit un peu la définition qu'on mette derrière. Ne rentrons pas, c'est trop un sujet compliqué, mais vaste, disons. Mais moi, je pense qu'il est vraiment important d'avoir du feedback constructif. Et je pense que c'est ce qui, en amitié comme dans le business, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une façon de faire du feedback constructif. Je pense qu'il y a beaucoup une façon de faire. Et je pense que c'est là aussi où peut-être on a dû tous les deux travailler là-dessus en tant qu'ingénieur, soit on est trop lisse, on est gentil, tout va bien parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans la confrontation, soit à l'inverse, on rentre dans une analyse un peu froide et en fait on partage notre analyse, mais il y a une manière de le faire pour que ce soit bien accepté et reçu. Et je pense que c'est quand on sort de l'adolescence, alors j'ai lu une étude sur la neurosciences hier qui disait qu'en fait il y avait plusieurs phases du cerveau et que la phase qui était nommée adolescence dans le cerveau s'arrêtait à 32 ans. Non, mais ce qui est marrant, mais du coup, il y a une phase du cerveau vraiment qui s'arrête plus tard que ce qu'on le croit. En tout cas, c'est vraiment la phase qui est définie par les scientifiques comme l'adolescence. Et je pense que cette phase où on cherche à être juste valorisé, c'est l'enfant en nous qui cherche à être valorisé. Et ben à un moment, il passe à une autre phase qui dit en fait, je préfère avoir des vrais feedbacks et une vraie construction. Et je pense que ça marche dans le couple aussi. Est-ce que tu as des vraies discussions ou tu as quelqu'un qui t'admire? Souvent, quelqu'un qui t'admire, c'est aussi l'image. Enfin, c'est une illusion. C'est une illusion. Et donc, comment est-ce que tu as en même temps une admiration, de l'amour pour quelqu'un, tout en ayant une conscience de ses zones d'ombre? Tu peux aimer aussi ses zones d'ombre ou d'autres choses, tu vois. Mais les zones d'ombre, c'est pas forcément super négatif, hein, mais c'est les choses que tu vois pas forcément, ou c'est juste des paradoxes. Et souvent, les incohérences chez les gens, ça fait des red flags, alors qu'en fait, tout le monde a des paradoxes et des incohérences, c'est vraiment la nature humaine. Donc moi, dans le business, je sais que j'aurais eu envie d'avoir des discussions très saines et très sérieuses, parce que la façon dont je vois la vie, c'est aussi un chemin qui nous permet de nous améliorer. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué, c'était il y a quelques années déjà. J'étais en voyage business avec un entrepreneur très successful. Il avait fait 2 introductions en bourse de boîtes qu'il avait fondées et était dirigeant. Et il a encore des responsabilités très importantes aujourd'hui. C'est d'ailleurs le premier, bon là, je vais peut-être trahir un peu son identité, mais c'était le premier à avoir fait patron incognito en France en 2012 et sur M6. Et en fait, il m'avait dit, tu vois, ce que je trouve incroyable dans la vie d'entrepreneur, et ça rejoint ce que tu avais dit sur l'entrepreneur, tu as la phase visionnaire et la phase dirigeant. Et lui, il avait fait les deux plusieurs fois. Et il disait, en fait, la boîte aujourd'hui, elle demande que je sois cette personne, et puis cette personne, et puis cette personne. Et en fait, c'est un travail sur moi, de cheminement sur moi, que moi j'aime bien, et c'est comme ça que je vois le truc. Et j'avais trouvé ça assez incroyable parce que ça demande aussi, comme tu l'as dit, tu vois, un feedback régulier. C'est quoi ma vision du monde aujourd'hui? Qui je suis? Qui je dois être demain pour prendre ses responsabilités? Est-ce que j'ai envie d'être cette personne demain? Et en fait, on le voit aussi parce qu'on a notre vie de célibataire, mais quand tu es en couple, tu n'es pas la même personne. Tu as aussi des choses à gérer en tant que partenaire. Le jour où tu as des enfants, tu as aussi des choses à gérer en tant que père. Donc, tu as un rôle de compagnon, tu as un rôle de père, tu as un rôle d'associé, un rôle de chef quand tu as des employés, entre guillemets, tu vois.
Et il faut prendre la responsabilité de toutes ces casquettes et puis les mettre à jour au fur et à mesure qu'elles évoluent. Je sais pas ce que c'était le point de départ, mais... Je sais plus non plus. C'est ça, à chaque fois, tu sais, on est là. Alors, attends, il y avait une question et tout, mais on a trop de choses à dire dans ces sujets. On est toujours dans l'icebreaker. Hein. Ah ouais, j'avoue. Non, mais c'est bien parce qu'on a abordé plein de sujets d'après. Et je pense que c'est mieux que ce soit naturel. Et de toute façon, mais après, c'est vrai que tu avais plein d'autres questions en dessous de ton icebreaker. Ouais, mais on les a repris en fait dans l'icebreaker. Mais d'ailleurs, ah oui, d'accord. Oui, non, mais en fait, j'avais pas compris ce qu'au début, tu as mis en gras et en fait, c'est quand même les points qui continuent. Ouais, bah après, ouais. Ouais. Bah vas-y, prends les questions que tu veux. Hein. Non, une dans l'icebreaker que j'aime bien. Donc, Tu sais qu'il y a un truc que je pense, en vrai, il faudrait que. Moi, un jeu auquel j'ai déjà joué plusieurs fois, un peu les trucs à Burger Quiz et tout ça, je sais pas si tu connais. Et je trouve qu'il y a un truc qui pourrait être marrant, c'est de trouver en mode game business. Ouais. Tu connais aussi Hot. Il y a un truc que j'aurais kiffé faire un peu, c'est ce truc, mais de le tourner business, parce que Hot Ones. Je connais pas. Tu connais pas Hot Ones? En fait, c'est des personnalités qui vont être soit de la télé, ou tu vois, X ou Y, hein, chanteurs ou autres, et sur lequel on vient introduire un peu des sujets de société avec quelqu'un. Et en fait, il y a 10 sauces piquantes. Ah oui, ok. Tu vois, et il y a un échange comme ça sur des sujets de société, un peu comme les émissions Click ou autres, tu vois, où tu viens parler de sujets de société. Et il y a ce côté marrant parce que du coup, en fait, t'es dans un... Tu vois, ça te sort de ta zone de confort, t'es là, Et je trouve qu'il y a un truc comme ça, tu vois, d'être moins sur du podpreneur, tu vois, comme on le fait, et d'avoir ce truc game où, tu vois, je pensais Burger Quiz, où t'as vraiment ce côté de challenge. Et où en fait, dans Burger Quiz, tu verrais le truc, c'est en gros, hop, vas-y, et tout, je réponds, tu vois, il y a un peu de dynamisme. Mais tu vois, un truc un peu comme ça, ouais. Tu vois, penser un peu le truc un peu émission, rigolote. Enfin, je sais pas, là, je pense comme ça. Non, mais production, quoi, derrière une production, et puis c'est cool à voir, et en même temps, t'as des vrais. Je pense que c'est pour ça que les gens aiment qui va être mon associé. Entrepreneur. C'est que c'est un divertissement qui apprend des choses. Ouais, mais je connais pas, moi, tu sais, alors je suis très client de ces trucs-là. Alors après, je suis pas un grand client. Ultra YouTube, mais je suis un gros client podcast et tout ça. Et j'ai pas l'impression qu'il existe beaucoup de trucs entrepreneurs divertissants. Bah écoute, moi je suis chaud pour qu'on réfléchisse et lancer des trucs. Moi j'adore l'aspect pitch deck, mais des trucs un peu fun comme ça, sur des règles. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'époque du podcast, elle est derrière nous, tu vois. L'époque du 2 micros comme ça, je suis désolé, on le fait, mais l'époque du 2 micros avec un fond, je pense qu'elle est derrière nous. Ouais, non, je sais pas. Non, je pense pas parce qu'en vrai, moi, tu vois, j'écoute toujours des podcasts, des trucs comme ça, et ça marche toujours. C'est plutôt qu'aujourd'hui, en revanche, on est très consommateur de choses qui ne sont plus forcément à la télé. Avant, on cherchait des choses différentes de la télé. Le podcast, c'est quelque chose qui apportait quelque chose de très différent. Mais finalement, aujourd'hui, on recherche quand même à revenir un peu dans du divertissement parce que du coup, on est plus consommateur de ça. Et donc, si on consomme moins les choses divertissantes qu'on regardait avant la télé, il faut rapporter du divertissement dans ces choses qui changent. Donc, finalement, revenir sur quelque chose qu'on retrouve à la télé, mais présenter de façon différente. Et je crois qu'aujourd'hui, les streamers l'ont bien compris, qui sont nos nouveaux entrepreneurs d'ailleurs. C'est un peu ça. C'est d'apporter du divertissement tout en ayant des sujets intéressants. Et d'ailleurs, tu as beaucoup de gens qui faisaient des podcasts ou même qui ont transformé ça en émission, un peu en émission rigolote, des choses comme ça. Je parle de trucs tech, qui parlent de produits qui viennent de sortir et machin, et puis on crée des émissions marrantes, tu vois. Et je pense que c'est un peu des trucs comme ça qu'il faut faire, tu vois. Genre là, tu vois, on a choisi de mettre des petits pulls, c'est rigolo, tu vois, d'avoir une sorte de thème à chaque fois, mais de pousser peut-être un peu plus le thème. Je pense qu'il y avait des youtubeurs, des mecs qui faisaient des tests, par exemple, tu sais, pour présenter des produits, des trucs un peu, tu vois, genre, qu'est-ce qu'il va y avoir, c'est quoi les tendances de cet été, des machins, des bidules. Le mec, il s'est mis en maillot de bain, il a mis un peu de sable, il est avec une bouée canard autour de la taille, et il a fait son YouTube comme ça, tu vois. Et tu vois, il y a un truc, Et non, mais je pense que, par contre, c'est ça. Mais en continuant à être sur une dynamique de podcast, parce que ce côté où on peut écouter sans forcément voir, je trouve que c'est assez important. Mais bon, voilà, on a encore changé, mais on est aussi dans l'entrepreneuriat, là. Non, mais c'est vrai. On entreprend, on s'adapte. Non, mais ouais, moi, sur des concepts comme ça, je pense on crée un business, là, devant vous, en fait. C'est ça. C'est ça. On va lancer une boîte, on s'enferme. Pendant 24 heures, on fait... Oh, ça me ferait marrer. On s'enferme tout le long à Airbnb. En mode hackathon. Et en mode hackathon, il faut faire de l'oseille à la fin du week-end. Ah, t'es chaud à faire de l'oseille à la fin du week-end. Ouais, mais avec l'IA, aujourd'hui, avec l'IA, on sort un concept. Non, mais tu vois, je pense qu'il faut un peu... Faut aller chercher les clients, quoi. Ouais.
C'est ouais, à part si tu fais un scam et t'envoies un truc à tout le monde, cliquez là, Envoie-moi de l'oseille. cliquez là, t'inquiète. Trust me, bro. Tu n'as pas payé ta facture pour réactiver ton compte. Ça, c'est un truc. Alors, de ouf ou bullshit? On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Bullshit. On n'est pas du tout la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. En revanche, les personnes qu'on côtoie sont nos limites. C'est nos limites. Et si on se limite à des personnes qui ne vont pas au-delà de nos ambitions, on crée nos limites. Donc tu remets en question, c'est pas le côté moyenne, mais c'est le côté, elle nous impacte quand même de manière importante. Ça nous impacte évidemment. Mais pas la moyenne. Quand tu rencontres des personnes, tu vois, c'est un petit peu comme tout à l'heure quand on disait, je sais plus. Je sais plus ce qu'on a dit. Attends, je l'ai vu. Discussion C'est pas entre potes. Mais du coup, sur. Mais ouais, mais enfin bon, de toute façon, oui, non, mais c'est ce que je disais, quoi. On se limite vraiment. Pour moi, les connaissances qu'on a nous limitent. Et c'est pour ça qu'il faut aller toujours avec des gens qui vont être plus ambitieux que ce qu'on est, qui ont plus de réussite que nous, et qui peuvent être des exemples, qui peuvent être des mentors s'ils l'acceptent. Et il ne faut surtout pas hésiter à aller vers eux, échanger. Et on n'est pas du tout la moyenne des personnes. Aujourd'hui, je vais te dire, avec le temps, en plus de ça, nos amis, des amis proches, etc., on s'en éloigne beaucoup parfois dans ce qu'on est. On les perd pas forcément. Et parfois, c'est des personnes, c'est peut-être celles qu'on va le plus côtoyer à titre personnel, mais qu'on va peut-être le moins écouter à titre business. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, ne prenez pas conseil auprès de personnes qui n'ont jamais fait ce que vous voulez faire. Prenez conseil auprès de personnes qui font mieux que vous ce que vous essayez de faire. Et ça, les amis, c'est bien, mais c'est pas forcément bon pour les conseils. Oh, écoute, entièrement d'accord là-dessus. Et deuxième point, du coup, Allez. lié à ça, de ouf ou bullshit, chat. Quand on commence à réussir, on traverse une période où on est trop mûr pour ses anciens amis, mais pas assez riche pour les nouveaux. Alors riche, c'est pas que dans le sens financier, mais on a une vision de construction, etc., que n'ont peut-être pas nos anciens amis parce que ils sont salariés ou sont des trucs, sans jugement là-dessus, évidemment. Mais du coup, on sent qu'on est dans un entre-deux difficile. Ouais, bah tu vois, ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire à l'instant. En vrai, c'est la même dynamique. C'est ce côté, en fait, avoir du coup des personnes qui nous emmènent au-delà. Et donc, forcément, on n'est pas encore assez, puisqu'on n'est pas à ce même au-delà qu'eux. Et c'est vrai qu'on peut être freiné, si ce que je disais il y a 2 secondes, si on écoute trop les personnes qui, elles, en revanche, sont... Mais c'est souvent ça, de façon on dit, il faut être entouré par des personnes qui vont être un petit peu réconfortantes, qui vont être en deçà de ce que nous, on est aujourd'hui. Avoir des personnes avec qui on peut échanger et partager sur nos problèmes, où on vit la même chose sur le moment, où on est à peu près au même niveau, tu vois. Et des personnes avec qui où elles vont être vraiment au-delà, elles vont tirer sur l'ambition et elles vont te montrer sans forcément être dans le jugement. Tu vas avoir une écoute, tu vas pas être forcément blessé, être dans ton ego et t'en servir comme un exemple, comme un modèle. Et faut avoir ce panel-là, sinon tout de suite tu t'enfermes et comme je disais tout à l'heure, tu crées tes propres limites et puis ces 5 personnes, c'est quand même bien peu. Carrément, alors, de ouf ou bullshit, Charles? L'argent ne change pas les gens, il les révèle. Oh là tu vas dans une question, c'est difficile. J'ai aucune idée. En vrai, je sais pas si ça change, si ça révèle. Je pense qu'il n'y a pas de règle sur ça. Je pense qu'il y a des gens, ils vont... Quand tu dis révéler, toi, tu sous-entendrais qu'en vrai, les gens, s'il y a un mauvais fond, c'est parce que ça révèle ce mauvais fond. S'il y a un bon fond, ça révèle le bon fond. C'est ça, tu veux dire l'essence même de ce qu'on peut être au fond de soi ? T'as vu comment il retourne une question avec une question, hein. Non, mais je pensais que c'était pas bon ou mauvais, c'est pas un jugement moral. C'est plus quelqu'un qui est très dépensier, finalement, va dépenser plus ou va mettre son argent là. Pour moi, c'est une question, est-ce que si t'es pas en capacité de te contrôler déjà, l'argent va juste être un accélérateur. Je donne un exemple, mais genre tous les gens visiblement qui gagnent à la loterie, pour pas citer d'entreprise, perdent très rapidement cette somme d'argent parce qu'elles n'ont pas pris l'habitude, elles ne savent pas gérer finalement cette somme d'argent. Et même quelqu'un qui a gagné 5 ou 10 millions, par exemple, finalement, c'est une question de temps avant de les avoir perdus.
Ouais, bon après là tu vas sur de la gestion financière, je pense que c'est un petit peu différent. C'est sûr que quand tu n'as C'est pas la même l'habitude chose. de gérer de l'argent, c'est certain. C'est comme gérer une boîte du jour au lendemain. Il y a plein de boîtes qui se cassent la figure parce que si tu n'as jamais l'habitude de gérer, ce que moi je disais tout à l'heure, pendant des années de ma vie, j'ai été très mauvais entrepreneur, j'ai aussi été très mauvais dirigeant. Puis avec le temps, ça change. Donc, sur la question de départ, est-ce qu'on est révélé ou pas avec l'argent en tout cas, il y a un moment où on peut être très mauvais et un moment où j'espère qu'on s'améliore. Et si on a ce truc qu'on disait au tout début de chercher toujours un petit peu à se développer, à apprendre, à regarder, à tirer de nos pairs les bonnes choses, je pense qu'il y aura toujours du bon qu'on sortira. Et on finira par révéler de bonnes choses en tout cas. Très optimiste alors. Ok. Peut-être en 2 minutes, c'est quoi Wooster, les origines, le business actuel, l'histoire? Wooster, qu'est-ce que c'est? Wooster, c'est une boîte qui est sortie de terre parce qu'une boîte a échoué. C'est une boîte qui est sortie de terre pour financer un autre projet, qui est sortie de nos compétences maîtres, qui est tout ce qui est ingénierie dans le domaine logiciel et informatique. Forcément, aujourd'hui, on sait que dans tous les business, on a ce besoin d'avoir de la technologie dedans. Moi, pendant des années, du coup, j'étais un peu au cœur de ça. Et tout à l'heure, j'ai parlé de deux activités qui avaient échoué il y a de ça 3 ans. Et Wooster, en fait, a été un petit peu ce truc pour faire de l'autofinancement sur ça, et avec un modèle très agence au départ. Et du coup, sur ce financement, sur cet autofinancement, on a choisi de créer cette activité qui était purement de l'ingénierie très très tech. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les bases, on voit beaucoup de no-code, ce genre de choses. Et les sociétés ont besoin aujourd'hui d'ingénieurs, mais c'est des compétences qu'ils ont du mal à trouver. On a créé sur cette base-là Wooster. Et en se rendant compte, par contre, que le marché, après, était plus difficile à intégrer, puisque les gens ont du mal à savoir quand est-ce qu'ils ont besoin d'un ingénieur. Tu vois. Et de là, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait proposer, finalement, toute cette partie technique, mais déjà packagée. Et Wooster, aujourd'hui, c'est quoi ? Et c'est à en devenir quoi ? Finalement, c'est une plateforme où demain, tu vas avoir besoin d'un hébergement, d'un site, d'une application où tout est déjà tout préconçu, tout déjà fait. Et en un clic, tu vas pouvoir obtenir ça. Tu vois, c'est un petit peu comme les plateformes aujourd'hui, des Squarespace, des Wix, des Webflow, tous ces trucs-là où tu as un site en un clic. Là, c'est un petit peu pareil, sauf que la plateforme va tout te proposer en open source. Tu vas être propriétaire et tu vas choisir ce que tu veux réellement, et pour avoir des technologies pérennes vraiment pour monter un business. Puisqu'aujourd'hui, quand tu montes un site sur ces autres plateformes, le site ne t'appartient pas, tu es dépendant de quelque chose que tu payes tous les mois. Et grâce à Wooster, on se base sur une technologie qu'on développe depuis 17 ans, qui est la technologie WordPress, et sur lequel tout t'appartient. C'est-à-dire que dès que tu arrives, tu es propriétaire de l'ensemble de ton truc. Et donc quand tu montes une boîte aussi, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est le capital que ta boîte a sur sa propre techno, qui lui donne sa capacité aussi parfois à pouvoir être financée. Et c'est ça où aujourd'hui, cet asset, on le rentre aujourd'hui dans les actifs d'une entreprise. Et toutes les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, tout ce l'appelé technologique, n'est plus un asset d'entreprise en tant qu'actif, mais en tant que dépense dans l'amortissement de la boîte, tu vois. Et donc aujourd'hui, une boîte n'a quasiment... Aujourd'hui, on parle d'automatisation, de toutes ces choses-là, c'est génial. Mais les boîtes n'ont plus aucune valeur technologique. Il faut se le dire. Même aujourd'hui, tu prends une boîte d'IA sur 2, et encore, je suis gentil. En vrai, je crois qu'on peut même dire 4 boîtes d'IA sur 5 ne détiennent pas la techno de leur IA. Et n'ont pas du tout ces choses-là. Et donc aujourd'hui, nous, l'idée, c'est d'avoir une plateforme où en fait, tu peux faire la même chose qu'avec les autres plateformes, mais en détenant tes technos et en ayant exactement ce que tu veux. Et petit à petit, ça va être ça. Et c'est l'essence aujourd'hui de Wooster, c'est d'apporter cette expertise que nous, on a développée,
qui ne se vendait qu'à des grands comptes, parce qu'aujourd'hui, il y a que beaucoup les grosses sociétés, les grands comptes qui détiennent leur techno, et c'est leur force par rapport aux petits. Et c'est pour ça que les grands comptes rachètent les startups aujourd'hui. Eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est que de rapporter la valeur au cœur des startups grâce à une plateforme où on va pouvoir aller aussi vite que les autres plateformes, mais en détenant nos propres technologies et nos applications, nos sites web. Le produit concret, tu sais, tout à l'heure on parlait du POC, du MVP, de ce truc où on veut aller vite, qui ne marche pas vraiment. Eh bien là, tu vas pouvoir aller aussi vite, mais en ayant ton produit final. Et ça, c'est un truc rare. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Peut-être que ça sera compliqué, peut-être que ça ne marchera pas parce que les gens vont continuer à avoir une attitude très plateforme, très SaaS et tout. Mais bon, vu qu'on essaye d'aller sur ça, on a bon espoir quand même. Ok. Donc, si je comprends bien, vous servez des entreprises qui vont créer, au travers de vos briques technologiques, leur propre tech, donc que ce soit un site web, une application par exemple. Et en fait, ça va runner sur leur propre serveur ou des serveurs qu'ils louent. Mais ils ne sont plus dépendants, vu qu'ils sont dépendants de code open source, d'une entreprise qui pourrait par exemple faire faillite ou arrêter d'opérer ou être rachetée et changer de forme. Exactement. Et plus que ça, puisque nous, notre plateforme, en fait, elle agit comme le cœur de métier qu'on est, qu'on appelle ça un MSP, Management Service Provider, où du coup, tous ces enjeux techniques, tu sais, qui est, du coup, il me faut quelqu'un pour gérer mes serveurs, gérer ci, gérer ça, ou du coup, je passe par une agence, mais dès que je demande le moindre truc à mon agence, ça me coûte une blinde. Voilà, je veux modifier un bout de texte, et au final, elle me dit, ouais, mais du coup, il y a ça, il faut modifier ci. Voilà. Ben, là, l'avantage, c'est qu'en fait, on crée ce qu'on appelle une plateforme qui va automatiser toute cette partie MSP, donc tout ce management de service. Et là où d'ailleurs tu devais avant aller chercher ton hébergeur, ton AWS chez Amazon ou ton Google Cloud ou tout autre truc, ton OVH pour citer des Français ou Scalingo ou machin, bien là en fait tu vas avoir cette plateforme-là qui va jouer ce rôle-là et tu n'auras pas à t'embêter à faire ça. C'est-à-dire que demain tu veux déménager, tu veux te déployer aux États-Unis, avoir besoin des serveurs qui seront aux États-Unis pour que ton ordre fonctionne là-bas, tu vas juste dire je veux me déployer aux États-Unis. Et derrière la plateforme va pouvoir te permettre ça. Donc cette facilité à de la compétence que j'appelle parfois un peu de l'hypertech, de l'hyper-ingénierie qu'on a besoin dans un développement de projet, que tu vas pouvoir accéder dès le départ dans ton projet sans avoir besoin d'avoir cette compréhension poussée. Juste la compréhension de ton propre besoin. Et je vais même au-delà. Nous, aujourd'hui, pour développer cette plateforme, on cherche à comprendre le besoin des clients de nos clients. Ok. Donc, si quelqu'un développe un e-commerce, si quelqu'un développe un site qui va besoin avoir ses call to action, machin, si quelqu'un veut une application où il aura des clients et c'est un tel et tout, en fait, c'est de comprendre le besoin de ces clients-là, au final, de ceux qui vont être les usagers. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de venir proposer sur la plateforme les usages des clients de nos clients. Et peut-être si on reprend Instabac, c'est combien de personnes aujourd'hui, de chiffre d'affaires ou de clients, ce que tu veux dire Alors aujourd'hui, on a une petite souche, on est 7 personnes sur Paris même. On a en pur salariat, on a un petit peu plus de 40 personnes. D'ailleurs, c'est un truc que je corrige parce que dans une autre interview, j'avais d'autres choses. Et on a en revanche en collaborateurs qui travaillent avec nous, parce qu'on a beaucoup de professionnels autour de cette plateforme. Et aussi, tu vois, il y a besoin quand même d'avoir aujourd'hui encore beaucoup d'accompagnement, même si on essaye d'automatiser beaucoup de choses. Cette plateforme est encore en version bêta. Donc jusqu'à présent, on a encore beaucoup d'humains. Et on a aujourd'hui près de 200 collaborateurs sur toute la France qui opèrent en tant que professionnels, des professionnels du digital avec nous, autour de cette plateforme et avec leurs clients. Donc voilà un petit peu comment c'est. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, la plateforme ne dégage pas de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qu'on finance à 100%. En revanche, Wooster a d'autres activités. On a des activités, on a la partie Wooster Business, qui est une activité où là, on prend du client grand compte et on fait vraiment du sur-mesure sur du client grand compte. Et c'est un petit peu notre cœur d'expertise. On a Wooster Cloud. Aujourd'hui, c'est du déploiement d'infrastructures, d'hébergement, où on crée de l'infra aussi au niveau logiciel. Et ça, c'est des choses qui, en revanche, eux, ont des chiffres d'affaires séparés. Et sur la partie infra, je crois qu'aujourd'hui, c'était quoi là sur 2025, je ne saurais pas te dire. Sur 2024, on a eu un CA à 700 000 sur le cloud. Mais le cloud nous coûte énormément d'argent.
énormément d'argent, puisque avant d'avoir des choses qui sont rentables en vrai sur du cloud, il faut disposer de ces infras. Et nous, aujourd'hui, on sous-traite encore sur une grosse partie de notre infrastructure. Donc, on a des frais qui sont importants, mais on a des technologies très intéressantes. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que des gros viennent nous voir au lieu d'aller direct chez des AWS, etc. Et notamment parce qu'on a beaucoup de normes ISO qui nous permettent d'avoir de la souveraineté numérique. Et aujourd'hui, une place de conseil même auprès du Parlement européen dans tout ce qui est technologie cloud. Et la partie business, aujourd'hui, qui finance vraiment notre activité, donc Wooster Business, qui est ce truc grand compte. Et où aujourd'hui, l'avantage de cette partie-là, c'est que c'est vraiment ce qui finance le cœur de notre activité. Aujourd'hui, cette partie-là, elle ferait entre 400 et 500 000 euros. Là, c'est vraiment sur 2025 et qui finance complètement notre activité. Puisque sinon, sans ça, aujourd'hui, toute la partie de la plateforme et les technos dont on parle, aujourd'hui, ne gagnent pas d'argent du tout. Voilà. Et même moi, à titre personnel, aujourd'hui, sur cette partie-là, c'est encore quelque chose où je remets de l'argent complètement. Je te propose de passer dans le temps un peu de la fin. Je vais te proposer 10 débuts de phrase, juste un mot. Et derrière, tu me donnes une règle d'or business pour toi, liée à ce sujet-là. OK ? Allez, T'es prêt pour le jeu ? On va essayer. Je te garantis rien, mais on va essayer. Alors, les 10 règles d'or du business, selon Charles. L'argent. L'argent, le seul problème avec l'argent, c'est quand on n'en a pas. OK. L'association. L'association, vois-le comme ton mariage. Et attention... On laisse libre d'interprétation. Voilà. L'échec. L'échec, multiplie-les pour avoir une réussite. Multiplie-les. Le recrutement. Le recrutement, n'y va pas trop vite. Recrute justement. La vente. Fais-en le cœur de ton activité au début. Le cœur de ton business. La vente. Okay. Vends ce que tu as ou ce que tu n'as pas, mais vends-le. La réputation. La réputation, ça change. La réputation n'en tient pas compte. Mais essaye quand même de te faire un nom dans ton métier et auprès de professionnels qui peuvent t'apporter des choses de tes pairs. De montrer que tu as cette intelligence de débuter et d'apprendre. Donc la réputation, finalement, c'est d'être humble et de... La négociation. La négociation, ouais, ça c'est notre côté business, entrepreneur, ouais, c'est inévitable, il faut connaître. La négociation, pour moi, avant tout, c'est la relation avec les gens. C'est ce qu'on apprend, d'ailleurs, à un manuel qui est connu et qu'on apprend dans des études, qui est le manuel d'Oslo sur le rapport avec les gens dans des négociations. C'est essentiel, il faut savoir négocier quand on est entrepreneur, et quand on ne sait pas, apprenez, bossez ça. Et ça se bosse. C'est pas inné, ça se bosse. Et voilà, il y a un très bon manuel qui existe, qui est le manuel d'Oslo. Les problèmes, on y est toujours confronté. La fameuse loi de Murphy, on tombe dessus quand on s'y attend pas. Moi, que je dis un peu plus vulgairement, mais que ce petit facteur couille, où il y a toujours un truc qui te tombe quand tu n'y attends pas. Ce qui est important, c'est de savoir gérer les problèmes, c'est pas de les anticiper. Top, merci pour le jeu. Peut-être question finale. Quel est le stade où on s'arrête ? Parce que je pense que l'entrepreneur, il a toujours faim, on a envie de délivrer. Il y a une question sur un mélange entre des fois le perfectionnisme, la vision, l'exécution. Aujourd'hui, où est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce que toi, il y a un moment où tu veux t'arrêter ? Ou est-ce que parce que tu l'as dit toujours, moi j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de produire. Mais où est-ce que tu mets le curseur entre je produis, j'ai aussi une vie à côté du business alors que ça prend beaucoup de place ? Est-ce qu'à un moment, on arrête de courir ? Est-ce qu'il y a un moment où on arrête de courir ? La question, c'est plutôt est-ce qu'il y a un moment où on a envie d'arrêter ? Moi, je ne sais pas si j'ai envie d'arrêter. Je pense que la vie m'emmènera vers d'autres choses. Je pense que l'entrepreneur, avant tout, il a une soif de découverte. Tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage. Apprendre, c'est découvrir, se passionner pour des choses. Et moi, je me passionne pour plein de choses. Tu vois, on a fait ensemble... Tu parlais justement de notre petit passage dans Netflix.
Et je crois que toi comme moi, c'était une découverte. C'était un truc dingue. C'est se rendre compte aussi qu'en vrai, il y avait vraiment un truc à découvrir et qui donne envie peut-être d'aller vers des choses qui ressemblent un peu à ça. Des trucs, se retrouver derrière la caméra à dire plein de bêtises comme on sait en dire, toi comme moi. C'est exceptionnel, Parle pour toi, tu hein, vois. Non, mais il y a ce côté un peu de challenge, découvrir de nouvelles choses. Un jour dans ma vie, le jour où la première fois je me suis retrouvé dans une conférence, c'était un challenge. La première fois où j'ai monté une boîte, c'était un challenge. Et puis il y a ce truc de vouloir toujours chercher à aller à un nouveau truc. Et je pense que ce sera ça. Ça ne veut pas dire que je vais en reprendre tout comme je le fais toute ma vie. Mais je pense qu'il y aura toujours ce côté à aller voir des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Et puis vivre sa vie, c'est une vie d'expérience pour moi. Merci Charles. Merci à toi Clément de m'avoir reçu ici. Je t'en prie. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est pas un métier, c'est un chemin de connaissance de soi et des autres. Et donc, ça rejoint les expériences que tu nous partages. C'est ça. Donc, bientôt, on lance une petite émission, on te voit sur les écrans. Écoute, peut-être, hein, ça peut être sympa avec ça, ouais. Franchement, une petite émission comme ça serait un beau concept. Et si vous voulez aussi qu'on traite certains sujets la prochaine fois, qu'on rediscute comme ça avec Charles, s'il y a des sujets aussi sur l'intelligence artificielle qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'aborder, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Des questions aussi mindset sur comment est-ce qu'on entreprend vraiment, ou des trucs un peu plus pratiques. Là, on a parcouru large, mais je pense qu'il y a des questions mindset, il y a des questions pratiques. N'hésitez pas à nous faire savoir et puis on fera ça. Allez. On aura peut-être pas de pull de Noël, mais... C'est ça, on fera une autre tenue, galette des rois, et puis on mangera une galette. C'est vrai. Ouais, c'est très cool, Charles. Allez, ciao. Ciao, Clément.